Il est 19h55, bonsoir à tous, bienvenue pour cette édition spéciale. Nous sommes ensemble pour un peu plus d'une heure d'information et tout d'abord les titres de l'actualité de ce dimanche 29 mars. À la une ce soir, les résultats du second tour des élections départementales, l'heure du verdict dans plus de 1900 cantons. Les Français se sont exprimés. Nouveau test ce soir pour l'exécutif et le Parti socialiste, pour l'UMP et Nicolas Sarkozy. Enfin, le Front National et Marine Le Pen entendent poursuivre leur implantation locale. Dans quelques minutes maintenant, les réponses à toutes ces interrogations. Dans le reste de l'actualité, une grande marche contre le terrorisme. Aujourd'hui à Tunis, une foule s'est levée ce dimanche en réponse à l'attaque du musée du Bardo. Le président de la République, François Hollande, était dans le cortège. Les nouvelles révélations concernant le crash de l'Airbus A320 et vous découvrirez quelle a été la teneur des derniers échanges entre le pilote et le copilote. La presse allemande a retranscrit ce que la boîte noire a révélé. Sur le terrain, l'enquête semble également progresser. Enfin, la France est passée la nuit dernière à l'heure d'été. Il est déjà presque 20h et non 19h. Et comme c'est le cas depuis 1976, ce changement suscite le débat. Le ministère de l'écologie entend même l'alimenter. Voilà pour les titres. Le compte à rebours d'avant 20h est donc lancé et on va tout de suite commencer par le premier indicateur. Le premier chiffre, c'est l'estimation de l'abstention, celle de nos confrères Ipsos Sopra Steria. Elle serait, vous le voyez, de 49,8%. Brice Teinturier, les premiers enseignements avec vous de ce chiffre. Bien, c'est une abstention qui est tout à fait conforme à celle du premier tour et elle est plutôt bonne pour un second tour d'élection cantonale parce qu'au second tour, vous avez évidemment des électeurs qui, au premier tour, ont voté pour un candidat qui n'est pas qualifié pour le second tour, qui sont donc tentés de ne pas se mobiliser, de rester chez eux. Ce n'est pas le cas. La participation est plutôt correcte, elle est plutôt bonne. Cela prouve qu'il y a eu de l'enjeu. Toute la question, c'est de savoir si dans les configurations où il y avait le FN opposé à la gauche ou le FN opposé à la droite, ou des duels gauche-droite ou encore des triangulaires, s'il y a une mobilisation différentielle. A priori, nos indications nous montrent que là où il y avait une configuration avec le FN, la participation est plus importante que dans les simples duels gauche-droite. Merci Brice. Dans quelques instants, vous découvrirez les résultats de vos départements avec l'ensemble de nos envoyés spéciaux, notamment à Tulle, à Laon, Carpentras, Bordeaux, Marseille ou encore Rennes. Avec nous, les premières réactions de nos invités, Najat Vallaud-Belkacem et Stéphane Le Foll pour le gouvernement et le Parti socialiste, Bruno Le Maire et Nathalie Kosciusko-Morizet pour l'UMP et Florian Philippot pour le Front National. Et puis, tous les résultats, vous pourrez les vivre en instantané sur notre site france-tv-info.fr. Avant cela, on commence par un petit rappel en images de la journée avec le vote des leaders politiques dans leurs différents fiefs avec Philippe Boissry. À 9h30, juste avant de s'envoler pour la Tunisie, François Hollande accomplit son devoir électoral à Tulle. Un bulletin glissé dans l'urne et une question à une assesseure. Ils se sont levés ce matin un peu. Le changement d'heure n'a visiblement pas dissuadé les électeurs. Le président de la République sait bien que la participation est un des enjeux du scrutin. À Évry, quelques électeurs aussi, beaucoup de photographes pour le vote de Manuel Valls. Un Premier ministre qui s'affiche tout en décontraction. À Évreux, c'est en famille que l'UMP Bruno Le Maire vient voter. Contrairement à Alain Juppé, l'élection dans son canton ne s'est pas jouée au premier tour. Dans une école des Nains-Beaumont, commune dirigée par le Front National, Marine Le Pen a ponctué son vote d'un « Allez à Jacques-Taest ». Les dés sont jetés. Enfin, à l'heure du déjeuner, le centriste François Bayrou a glissé son bulletin dans l'urne. Les derniers bureaux de vote ferment à 20h. Dans moins d'une minute, notre estimation, Nathalie Saint-Cric, un petit rappel, celui de la carte de nos départements, justement, avant qu'elle se transforme, cette carte, dans un instant. Alors actuellement, on est dans un rapport 60-40, 60 pour la gauche, 40 pour la droite. Et ce qu'on va voir ce soir, c'est l'ampleur du mouvement. Alors en gros, on va faire simple. Si la gauche perd 20 départements, eh bien on pourra dire que c'est une défaite. Si on est aux alentours de 30 départements, on pourra plus volontiers parler de déroute. Et après, si on dépasse 30 départements, voire 35 perdus, là, ça sera ce qu'on peut dire une bérésina, ce qu'on peut appeler une bérésina. Autre chose à regarder, ce qui fait plaisir à la gauche, effectivement, ce qui fait le déplaisir de la gauche gagne à la droite. À droite, on s'est fixé une barre de 70-30, mais enfin, on rêve un peu plus. Enfin, dernière chose, pour le Front National, ce qui serait important, c'est de savoir s'il y a 0, 1 ou 2 départements. Ça sera un test, même s'il y aura probablement plus d'une centaine de conseillers départementaux. Merci Nathalie, on appelle cela un décompte, il reste 4 secondes. Il est 20h, voici notre estimation Ipsos Sopra Steria de la répartition des départements français. Pour la droite, entre 64
à 70 départements. Le bloc de gauche, lui, obtiendrait entre 30 et 37 départements. Et puis, le Front National entre 0 et 1 département. Brice Teinturier, tout de suite, comment peut-on commencer à lire cette nouvelle carte des départements qui est en train de se dessiner ? C'est incontestablement une grande victoire pour l'UMP et l'UDI puisque elle redevient majoritaire. Elle obtiendrait entre 64 et 70 départements, c'est-à-dire davantage, y compris dans la fourchette basse, que ce que la gauche a actuellement, 61 départements. Elle effacerait ainsi 6 scrutins cantonaux qui avaient vu une progression continue de la gauche et elle s'affirmerait comme très nettement majoritaire. La gauche, malgré tout, évite le désastre de 92 puisqu'elle passerait la barre symbolique des 30 départements. En 92, elle était tombée à 23 départements, mais c'est malgré tout une grosse défaite pour la gauche. Le Front National entre 0 et 1 département, il est extrêmement difficile de dire si le Front National va avoir un département. Il n'aurait qu'une quarantaine de cantons où il aurait gagné. Et on voit bien ici que le Front National peine à transformer son bon résultat du premier tour, faute d'alliance, en gain substantiel au second tour. Il est vrai aussi que les Français ont été marqués par les résultats du premier tour et se sont à l'évidence davantage mobilisés à droite comme à gauche contre le Front National. Merci Brice. On va bien sûr faire le tour des départements dès lors qu'on a des résultats qui vont s'affiner minute après minute. Mais d'abord, Nathalie Saint-Cric, une victoire claire, nette de l'UMP ce soir et de l'UDI. Plutôt clair. Alors il faudra avoir des précisions, mais c'est une victoire de l'Union, puisqu'on a vu que dans 80% des cantons, l'UMP et l'UDI étaient unis, alors qu'on ne peut pas dire que c'était le cas à gauche et qu'il y a un certain nombre de départements que vous allez perdre grâce, ou si j'ose dire, à cause des écologistes ou des autres forces de gauche. Voilà, donc très clairement une victoire. Et Nicolas Sarkozy, c'est donc un test pour lui parce qu'il il est à la présidence de l'UMP depuis décembre et comptait effectivement que ce soit ses premières élections gagnées. Alors on va voir si ça se précise sur ces 70, si c'est la barre des 70, mais si on est dans le 70 pour la droite, 30 pour la gauche, c'est effectivement un très gros succès. La réaction de nos invités dans un instant, mais d'abord on va passer par le siège de l'UMP. On va retrouver Guillaume Darey. Bonsoir Guillaume, est-ce que vous avez déjà des réactions autour de vous? Apparemment oui, j'entends du bruit. Oui, absolument. Il y a quelques militants qui sont invités aujourd'hui au siège de l'UMP et qui chantent « On a gagné » quand ils ont découvert les premiers résultats. Nicolas Sarkozy, lui, devrait intervenir très rapidement. Il devrait faire son intervention, sa déclaration à 20h15 tout précisément. Il est actuellement avec ses collaborateurs dans son bureau. Un peu plus tôt dans l'après-midi, il avait réuni quelques politiques de l'UMP, Nathalie Kosciusko-Morizet ou encore Laurent Wauquiez. Évidemment, vous le savez, pour lui, c'était un test important. C'était la première élection de grande ampleur depuis son retour à la tête de l'UMP. Et visiblement, c'est un test réussi. Merci, Guillaume. Alors, Nathalie Kosciusko-Morizet, Nicolas Sarkozy nous avait annoncé une vague. Cette vague, vous la voyez ce soir? Il faut d'abord des Français, vous l'avez dit, qui se sont beaucoup mobilisés, plus que prévu dans ce genre d'élection. Des candidats qui ont été formidables sur le terrain, parce que c'est d'abord grâce à eux, cette mobilisation, et puis des électeurs qui ont dit clairement leur rejet de la gauche au niveau départemental, au niveau national aussi, parce que il ne faut pas se masquer qu'il y a une dimension nationale, le rejet du président de la République, le rejet de la politique gouvernementale, puisqu'on dit que la force d'alternance, ça se construisait autour de l'UMP et de l'UDI, avec la validation d'une stratégie que moi je défends depuis le début, qui est une stratégie de l'union de la droite et du centre, et de grande clarté à l'égard du Front National. Bruno Le Maire, chapeau l'UMP, chapeau Nicolas Sarkozy, chapeau l'UDI ce soir? Chapeau nos candidats, oui. C'est eux qui ont gagné et ça fait plaisir d'avoir à nouveau, après les élections municipales de 2014, une magnifique victoire pour la droite et le centre réunis. Je crois qu'il y a aussi un désaveu complet dans cette élection de la politique de la gauche. C'est le deuxième désaveu complet de la gauche, de François Hollande, de l'absence de résultats. Après les élections municipales de 2014, les Français ont dit une nouvelle fois, nous ne voulons plus de la gauche en France. Parce qu'ils échouent sur tout, sur le chômage, sur la dette, sur les déficits. Et moi j'ai senti dans cette campagne, sur le terrain, un ras-le-bol complet des Français, qui veulent tourner la page et passer à autre chose. J'appelle simplement à ne pas faire preuve de triomphalisme, parce que ça nous met sur les épaules une responsabilité lourde. Il faudra construire un avenir pour les Français, qui nous ont donné une nouvelle fois la confiance. 20h04. Un symbole, la Corrèze, fief de François Hollande, justement dirigé par le Parti Socialiste. Le département pourrait basculer ou pas ce soir, on va le voir. Qu'en est-il, Javi Imbert? Vous êtes à Tulle.
Bonsoir Laurent. Écoutez, selon la droite, eh bien, la Corrèze bascule ce soir. La Corrèze passerait de gauche à droite. Il faut attendre évidemment une confirmation officielle, mais le chef de file de l'UMP ici, Pascal Coste, revendique la victoire de son parti associé à l'UDI dans ce département. C'est donc tout de même un petit séisme politique puisque évidemment, vous le savez, la Corrèze, c'est le département qui était présidé par François Hollande. La droite avait déjà gagné 4 cantons la semaine dernière et selon des informations qui nécessitent donc d'être confirmées, on aurait ce soir plus de 11, ce qui représente une majorité puisqu'il y a 19 cantons dans ce département. À confirmer donc, mais la Corrèze va sans doute basculer ce soir. La Corrèze qui devrait basculer 20h05. Stéphane Le Foll, Manuel Valls est en train de s'installer. On va peut-être l'écouter tout de suite d'abord avant d'entendre votre réaction. On écoute le Premier ministre, Manuel Valls. Ce soir, la droite républicaine remporte les élections départementales. C'est incontestable. La gauche, trop dispersée, trop divisée au premier tour, connaît un net recul malgré les bons bilans des exécutifs départementaux. Les appels à la mobilisation républicaine ont été entendus, d'autant plus que je me suis beaucoup impliqué pour cela, autant que j'ai pu, avec tant d'autres. Mais les scores très élevés, beaucoup trop élevés, de l'extrême droite reste plus que jamais un défi pour tous les républicains. Et c'est la marque d'un bouleversement durable de notre paysage politique dont chacun devra tirer les leçons. Je continuerai, pour ma part, à dénoncer avec la plus grande force les solutions dangereuses que l'extrême droite propose pour notre pays. Il n'y a rien de bon à en entendre, ni localement, ni au niveau national. Les Français, par leur vote et même leur abstention, ont dit à nouveau leurs attentes, leurs exigences, leur colère, leur fatigue face à une vie quotidienne trop difficile, le chômage, les impôts, la vie trop chère. J'ai entendu ce message, leur exigence de résultats concrets. Mon gouvernement continuera d'y répondre sans relâche. Notre économie va mieux grâce aux réformes que nous avons menées pour améliorer la compétitivité de nos entreprises, pour soutenir l'industrie et encourager l'innovation. Les premiers signes de reprise sont là, mais, et je le sais, ils ne sont encore trop peu perceptibles par les Français. C'est pourquoi mon gouvernement redoublera d'énergie, avec toujours comme priorité l'emploi, l'emploi, l'emploi. Dans les prochains jours, seront décidées de nouvelles mesures en faveur de l'investissement privé et de l'investissement public. D'ores et déjà, de grands rendez-vous sont programmés pour les prochaines semaines. La loi croissance et activité, qui libérera les initiatives, redonnera du souffle à notre économie. La loi sur la modernisation du dialogue social, pour simplifier et donc dynamiser la vie de nos entreprises. Nous créerons aussi la prime d'activité, un dispositif incitatif qui encourage le travail, et nous proposerons des dispositifs qui favoriseront la création d'emplois, notamment dans les petites et moyennes entreprises. Je n'oublie pas la loi santé qui généralisera le tiers payant chez le médecin et les lois sur la transition énergétique et la biodiversité pour protéger notre environnement et créer des emplois, préparant ainsi le grand rendez-vous sur le changement climatique, la COP21, que la France accueillera à la fin de cette année. Tous ces textes seront adoptés avant l'été. Comme annoncé, les baisses d'impôts concerneront cette année 9 millions de ménages des couches populaires et des classes moyennes. Et les Français en verront les effets concrets dès ce mois de septembre. La République, c'est agir pour tout le monde, c'est garantir une même protection à chacun, c'est avancer ensemble, c'est faire preuve également d'une fermeté intransigeante. D'abord,
face à la menace terroriste, chez nous et à l'étranger. C'est un combat de toutes les démocraties, comme le président de la République l'a rappelé encore aujourd'hui à Tunis. Face au risque de division, de déchirement de notre société, plus que jamais, l'école pour nos enfants, pour notre jeunesse, la citoyenneté, la laïcité qui nous permet de vivre ensemble, la sécurité, la lutte contre le racisme, l'antisémitisme, contre toutes les tentations de repli, l'apaisement sont et seront au cœur de l'action de mon gouvernement. C'est ainsi que la France sera plus forte et plus juste, que nous ferons renaître l'espoir, à condition d'être plus unis et rassemblés. Cet espoir que la France mérite, car il faut croire en l'avenir. Cet espoir pour lequel, à la tête du gouvernement, je me battrai chaque jour et chaque instant. Je vous remercie. Voilà pour l'intervention de Manuel Valls. Un constat, la défaite, un net recul, un bouleversement durable de notre paysage politique, une déclaration qui, progressivement, s'est développée dans un discours quasiment de politique générale. Stéphane Le Foll, dans quel état d'esprit peut être ce soir un président de la République qui, après autant de défaites... Écoutez, moi je ne vais pas me mettre à commenter l'état d'esprit dans lequel peut être le président de la République ce soir. Alors le simplement, oui, le mien. Voilà, le mien. Moi je vais dire simplement deux choses. Un, il y a un recul qui est net, ça a été dit par le Premier ministre. Mais je constate en même temps que ce recul, il aboutit, selon les chiffres que vous nous avez indiqués, à une résistance très claire de la gauche et du Parti socialiste. Je rappelle que les candidats soutenus par le PS au premier tour étaient les seuls à incarner et à défendre à la fois des bilans départementaux et le bilan national. Par rapport à cette situation, je considère que ce soir, ces résultats, ils ne sont pas bons, mais ils sont au-delà de ce que nous pouvions anticiper et ils montrent une claire résistance de la gauche et du Parti socialiste dans son ensemble, sur l'ensemble des départements. Ça veut dire que vous perdez plusieurs échecs, mais on ne change rien, on change de politique, on rassemble plus, on écoute la gauche de la gauche. Ce qu'il y a dans ce débat ce soir, c'est de considérer que, j'ai bien entendu tout à l'heure Bruno Le Maire qui indiquait quand même qu'il fallait éviter tout triomphalisme. Je pense que ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a connu des difficultés qui sont extrêmement fortes, profondes, et que pour redresser ce pays, ça prend un peu de temps. Et c'est pas au moment où l'économie va retrouver de la vigueur qu'il faut commencer à indiquer ou à commenter des changements. Il faut, au contraire, avoir une ligne et la tenir. On va retrouver Lilia Melconian, qui est au siège du Front National. Lilia, quelles sont les premières réactions du côté du Front National ce soir? Lilia, je vous interromps. On va écouter tout de suite Nicolas Sarkozy qui prend la parole. Ce soir, la droite républicaine et le centre ont nettement remporté les élections départementales. Jamais, sous la Ve République, notre famille politique n'avait gagné autant de départements. Cette victoire est d'abord le résultat de la campagne menée depuis des mois par tous nos candidats. Je veux les remercier pour leur énergie et pour leur détermination. Ils ont montré, par la force de leur engagement, que nos idées pouvaient l'emporter partout, y compris dans des départements dirigés par la gauche depuis des décennies. Mais ce résultat, mes chers compatriotes, dépasse de très loin les considérations locales. À travers leur vote, les Français ont massivement rejeté la politique de François Hollande et de son gouvernement. Le désaveu à l'égard du pouvoir est absolument sans appel. Jamais une majorité n'avait perdu autant de départements. Jamais un pouvoir en place n'avait suscité une telle défiance et un tel rejet. Au fond, jamais une politique n'avait autant incarné l'échec à tous les niveaux, du gouvernement aux exécutifs départementaux. C'est le mensonge, c'est le déni, c'est l'impuissance
qui ont été sanctionnés. En annonçant il y a quelques jours que votre vote d'aujourd'hui, mes chers compatriotes, ne changerait rien à ses choix et à sa politique. Le président de la République a délibérément choisi d'ignorer le message des Français. Ils sauront, les Français, se souvenir de cette marque de mépris pour leur vote lors des élections régionales de la fin de l'année. Je veux maintenant dire à tous les Français ce que nous allons faire de cette victoire, alors que l'angoisse et la colère gagnent partout du terrain en France. Nous allons d'abord mettre en œuvre nos engagements de campagne, seul moyen de redonner du crédit à la parole politique. À tous ceux qui ont fait confiance à nos candidats, je veux dire que nous allons respecter leur vote dans tous les départements qui seront dirigés par notre famille politique. Nous mettrons fin aux dépenses publiques inutiles. Nous maîtriserons les impôts. Nous lutterons contre l'assistanat. Nous donnerons toujours la priorité au développement économique. Nous allons ensuite renforcer l'unité de notre famille politique. L'unité est ma priorité depuis plusieurs mois. Sans unité, rien ne sera possible pour l'avenir. Je veux d'ailleurs souligner que la victoire de ce soir revient à tous ceux qui ont fait le choix du collectif, que tous en soient sincèrement remerciés. Nous allons enfin accélérer la préparation d'un projet républicain d'alternance, un projet fort, un projet réaliste, un projet profondément nouveau. Ce projet sera la condition absolue pour redresser notre pays, pour enrayer le déclin dans lequel l'ont plongé 3 années de socialisme le plus archaïque d'Europe. Mes chers compatriotes, une nouvelle étape s'ouvre. Mes chers compatriotes, l'espoir renaît pour la France. J'ai conscience que la route sera longue, difficile, mais ma conviction est solidement ancrée, et je le redis ce soir, l'alternance est en marche, rien ne l'arrêtera. Je vous remercie. Intervention du président de l'UMP, l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy. On va tout de suite prendre la direction du siège du Front National avec Lilia Melconian. Lilia, quelle est l'atmosphère du côté du Front National ce soir ? Eh bien, écoutez, on attend d'une minute à l'autre l'intervention de Marine Le Pen qui, elle aussi, devrait donc réagir à ces résultats. Et même si à ce stade, pour le moment, le Front National ne semble pas avoir remporté le département, eh bien, les dizaines de militants qui sont présents ici ce soir se disent très satisfaits. Je vous rappelle que l'un des objectifs du parti de Marine Le Pen était de remporter, de faire élire une dizaine de conseillers départementaux. Et selon nos informations, eh bien, cet objectif semblerait largement atteint. On parle d'ici d'une trentaine d'élus à ce stade. Merci Lilia. Dans l'ouest du pays, quel est le choix des électeurs? On va partir tout de suite à Bordeaux retrouver Francis Mazoyer. Francis, le Parti socialiste a-t-il résisté ou va-t-il s'incliner dans les Pyrénées-Atlantiques ou encore dans le Lot-et-Garonne? Vous avez les réponses. Bonsoir Laurent. Eh bien tout d'abord, dans les Pyrénées-Atlantiques, le Conseil général est à gauche depuis 2011. Eh bien la droite est en train de se détacher. Il y a 27 cantons et 11 cantons pour l'instant reviennent à la droite, 5 pour la gauche. Alors bien sûr, il y a encore des cantons à dépouiller, mais c'est déjà une tendance. Sur le Lot-et-Garonne, qui est à gauche depuis 2008, eh bien là, sur 95% des bulletins dépouillés, 11 cantons sur 21 reviendraient au PS. Le Conseil général donc de gauche clame déjà sa victoire ce soir, même si ce ne sont que des résultats partiels. Et le FN, qui a eu des scores très élevés au premier tour, pourrait ne pas avoir d'élus dans le Lot-et-Garonne. Merci Francis. Najat Vallaud-Belkacem, les frondeurs socialistes appellent ce soir à un contrat de rassemblement. Est-ce que vous trouvez que c'est une idée aujourd'hui importante et intéressante que le gouvernement se rapproche des frondeurs, qu'il y ait une coalition à gauche à l'avenir? Il faut évidemment nous rassembler et nous unir. Je crois qu'on a sur un programme commun.
On a terriblement pâti de nos désunions au premier tour. Stéphane Le Foll l'a dit. Nous aurions pu faire de bien meilleurs résultats, car la vérité, même si bien sûr il faut reconnaître la victoire de la droite. Il y a beaucoup de choses en commun entre Emmanuel Macron et Benoît Hamon, par exemple. Que nous avons résisté avec ces départements que nous avons su garder et que nous aurions sans doute pu en garder bien davantage parce que les bilans des majorités de gauche sortantes, souvent d'ailleurs qui avaient géré ensemble dans une gauche plurielle, étaient de bons bilans. Donc moi je veux avoir une pensée d'abord pour ces candidats, ces conseillers généraux sortants qui ne sont pas reconduits ce soir. Ça n'est pas leur bilan qui était en cause. Les Français ont voulu nous faire passer un message que je comprends, qui est qu'ils sont insatisfaits des résultats qui ne viennent pas assez rapidement. Et donc du gouvernement? Pas nécessairement de la politique conduite par le gouvernement. Ce qu'il Vous faut pensez bien que ce soir les comprendre, Français se sont ce qu'il exprimés faut bien comprendre, c'est localement? qu'il y a une politique qui est conduite par le gouvernement, des réformes qui sont menées pour faire revenir la croissance, pour redonner des marges de manœuvre aux entreprises, pour retrouver l'emploi. On a d'ailleurs des améliorations qui ont eu lieu déjà ce début d'année 2015, mais les Français nous ont dit que ça n'allait pas encore assez loin, qu'ils avaient des exigences plus fortes à notre égard. Le gouvernement entend continuer sa politique et ne pas entendre le message des Français, le message de ceux qui se considèrent comme des oubliés. Un Français sur deux n'a pas voté, ou alors ils vous ont sanctionné via l'UMP, via le Front National. C'est peut-être un message très fort et très lourd. Il faut penser à ceux aussi qui ne se mobilisent plus dans la vie politique et qui aujourd'hui entendent un gouvernement qui dit on continue? D'abord, on entend chacun d'entre ceux qui ont voté comme ceux qui se sont abstenus. On comprend le message qui nous est envoyé. C'est une demande d'efficacité de nos politiques publiques. Donc le gouvernement entend renforcer l'efficacité de ces politiques publiques. Mais bien sûr en conservant le même cap. Parce que louvoyer maintenant, ce serait ruiner tous les efforts qu'on conduit depuis maintenant 2012. On va obtenir, on est proche du résultat. On voit bien que les indicateurs économiques s'améliorent. On va obtenir des résultats sur le front de l'emploi comme en ce début d'année 2015. Il faut persévérer, il faut faire preuve de constance et de détermination. Najat Vallaud-Belkacem, je vais vous interrompre. On va écouter la présidente du Front National qui s'est exprimée après Manuel Valls, après Nicolas Sarkozy. Voici l'intervention de Marine Le Pen. L'estimation actuelle pour ces départementales est entre 0 et 1 département. On ignore encore. Voilà l'intervention de Marine Le Pen. Il est 20h20. Après un premier tour où vous avez donné au Front National un score historique pour des élections locales et même le plus haut de toute son histoire, le second tour enregistre une forte augmentation des scores pour notre mouvement. Le Front National s'installerait aux environs de 40%. Les candidats Front National et Rassemblement Bleu Marine recueillent en effet ce soir des scores pour la plupart en très nette progression par rapport à ceux enregistrés dimanche dernier. De nouveaux conseillers départementaux entreront donc dans les assemblées et rejoindront ceux élus dimanche dernier dès le premier tour. Je remercie toutes nos électrices et tous nos électeurs pour ce magnifique succès. Je félicite les élus patriotes pour leur victoire et je dis ma reconnaissance à tous les candidats moins heureux et tous nos militants pour leur belle campagne. Nous partions pourtant dans ces élections départementales avec beaucoup de handicaps. Un seul élu sortant sur 4000, une implantation locale encore parcellaire et un mode de scrutin qui ne favorisait pas les forces libres et indépendantes comme le Front National. À cela s'est ajoutée la campagne amère menée par le Premier ministre, rejoint dans son mépris de classe pour nos candidats et nos électeurs par beaucoup de médias, puis dans l'entre-deux-tours par l'UMP. Malgré cela, le fait historique ce soir est l'installation du Front National Rassemblement Bleu Marine comme force politique puissante dans de nombreux territoires. Ce niveau électoral exceptionnel est le socle des grandes victoires de demain. Le verdict des urnes est aujourd'hui sans appel. Le Parti socialiste est laminé, disparaît de la carte dans de très nombreux départements, tandis que le Front National et le Rassemblement Bleu Marine obtiennent des résultats exceptionnels un peu partout. Je ne demande pas à Manuel Valls de démissionner, car si l'on peut attendre des hommes d'État de partir avec honneur, les petits politiciens médiocres, eux, s'accrochent généralement malgré la sanction des urnes, incapables qu'ils sont de se mettre au niveau du peuple et de le respecter. À tous les élus du Front National, je demande d'ores et déjà de s'engager pour des réformes concrètes au service des Français. Stabiliser puis faire baisser les impôts, interdire le voile à la crèche, supprimer le système qui a été mis à jour de retraites complémentaires faramineuses versées avec l'argent public aux anciens élus du département, assurer à nos personnes âgées et à nos personnes handicapées le soutien qui leur permet de vivre dans la dignité. Ces élections départementales sont une étape cruciale pour le mouvement patriote sur le chemin du pouvoir.
Nous disposons désormais d'une multitude de relais locaux partout en France qui aideront aux victoires futures et notamment dans le cadre des élections régionales de décembre prochain. L'objectif approche, arriver au pouvoir et appliquer nos idées pour redresser la France, lui rendre sa liberté, sa sécurité, sa prospérité. L'appauvrissement, le chômage de masse, la destruction de notre identité ne sont pas des fatalités. L'échec des gouvernements UMPS successifs pourra laisser place à la relève patriote et c'est aujourd'hui une immense espérance pour des millions de Français. Je suis désormais à la tête du seul mouvement d'opposition véritable au pouvoir en place. Libre et indépendant, le Front National s'oppose à l'UMPS, dont chacun a pu voir avec ces élections qu'elle est une réalité indiscutable. Enfermés dans leur logique politicienne, dans leur cuisine électorale incessante, les dirigeants nationaux et locaux de l'UMPS avaient un objectif commun et unique, battre le Front National, quitte entre les deux tours à se soutenir l'un l'autre, quitte pour l'UMP à faire voter PS et donc à soutenir François Hollande dans de nombreux départements. La bipolarisation Front National Rassemblement Bleu Marine contre UMPS se met doucement mais sûrement en place. Chaque jour désormais nous combattrons donc l'UMPS avec un seul objectif, très différent du leur. La vie politique française doit maintenant sortir des ornières politiciennes du PS et de l'UMP pour se concentrer sur l'intérêt du peuple français. La République, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Nous rappellerons chaque jour à l'UMPS cette vérité essentielle et là où nous sommes élus, nous appliquerons fidèlement cette doctrine. Vive les départements, vive la République, vive la France. Voilà pour l'intervention de Marine Le Pen. 4 informations. La Lozère qui bascule à gauche, le Doubs basculerait à droite, la Corrèze qui bascule donc à droite, les Pyrénées-Atlantiques qui basculent également à droite. Autre département clé ce soir, on attend les résultats dans le Gard. On va retrouver Véronique Gaglione. Véronique, le Parti Socialiste était menacé par le Front National. Qu'en est-il ce soir ? Oui, alors dans le Gard, effectivement, le Parti socialiste était menacé, mais il semblerait qu'il garde la tête d'une voix seulement, d'un seul canton. Et vous l'avez dit, bien sûr, la Lozère, c'est ça un peu l'événement ici en Languedoc-Roussillon. La Lozère passerait à gauche, alors que c'est un département qui était à droite depuis 70 ans. Voilà. L'ouest de la France, plusieurs bastions historiques du Parti Socialiste étaient menacés. On attend les résultats des Côtes d'Armor, de l'Ille-et-Vilaine. Bonsoir Thomas Paga, êtes-vous en capacité de nous donner quelques résultats déjà à 20h27 ce soir ? Alors pour l'instant un résultat très partiel sur 7 cantons dépouillés dans les Côtes d'Armor, 5 reviendraient à la droite, ce département dirigé depuis 39 ans par le Parti Socialiste. C'est la participation qui a profité à la droite semble-t-il dans ce département. Merci Thomas. Florian Philippot, vous allez me dire que je me trompe. J'ai entendu Marine Le Pen, au ton de sa voix, un petit peu déçue ce soir. D'accord, il y a une progression du Front National, localement, c'est important, mais finalement peut-être moins d'élus que prévu et surtout pas de département. Pas de département, c'était très compliqué, on l'avait dit dès le départ. Je rappelle qu'on est parti... Mais c'était votre ambition? Non, nous on était beaucoup, ça c'était l'ambition de certains observateurs. J'avais mal entendu. On était parti d'un élu cantonal sur 4000. Donc évidemment, la marche était très haute. Là où nous sommes présents au second tour, on fait en moyenne environ 40%, ce qui est un score inédit dans l'histoire du Front National, un score incroyable, extrêmement haut, face... Et Marine Le Pen a parfaitement raison, à l'UMPS, mais là on ne peut pas nous dire que c'est un slogan. L'entre-deux tours, les Français l'ont vécu. Le PS systématiquement a fait la campagne de l'UMP, ils ont même fait des meetings communs dans certains départements. Et l'UMP a appelé à voter pour le PS dans le Nord, la Drôme, le Gard, le Var. S'est retiré 3 cantons de l'Aisne pour le Parti Socialiste, a appelé à voter communiste à Perpignan. Bref, c'est même plus l'UMPS, c'est parfois l'UMPC. Voilà. Et ça, c'est une réalité, c'est la recomposition du clivage politique sur les vrais enjeux. Donc il y a les partis qui sont dans la main de Bruxelles, de l'Union européenne, ceux qui ne veulent pas travailler pour la souveraineté de la France, au contraire, ni son identité, ni sa prospérité. Et puis, il y a un parti patriote qui représente aujourd'hui 40% des voix au second tour, le Front National, qui a des élus, qui est en train de se constituer un tissu local d'élus, déjà dans ces mairies. Je signale que dans nos mairies, nous faisons souvent plus de 50% et nous avons des élus qui prouvent que la gestion de front est plébiscitée. Que la progression de l'UMP, qu'elle est incarnée aujourd'hui par Nicolas Sarkozy, cette victoire, et qu'elle limite votre
capacité de progrès? Il partait de 41 départements. Donc évidemment, et dans les autres départements, des sortants malgré tout en opposition. Donc évidemment, c'est une victoire en trompe-l'œil. Ils peuvent bien gagner 20 ou 25 départements et la gauche en perdre 20 ou 25. Ça ne représente pas les rapports de force réels dans le pays. Au second tour, nous faisons 40% en moyenne face à deux camps qui sont unis de plus en plus sur eux-mêmes politiques. Alors ceux qui veulent maintenant le changement, par exemple, on va demander à nos élus, même en opposition dans tous les départements, de demander immédiatement la suppression des retraites complémentaires pour les anciens élus du département. Parfois, ce sont des subventions de 500 000 € par an, comme dans les Alpes-Maritimes, comme en Moselle, 400 000 € par an, pour payer la retraite des anciens conseillers généraux. Ça, c'est une mesure concrète pour redonner de la solidarité vers nos personnes âgées, pour pouvoir baisser les impôts locaux. Ça, c'est la gestion Front National et on va le démontrer tout de suite. On va regarder les résultats et en tout cas notre estimation à 20h30. Le bloc de droite UMP UDI est en tête en tout cas. Il pourrait obtenir entre 64 et 70 départements. Le bloc de gauche lui obtiendrait entre 30 et 37 départements. Et puis le Front National entre 0 et 1 département. On vient d'en parler. Bruno Le Maire, quand on regarde cette carte, on se pose une question. Est-ce qu'il n'y a pas finalement une droitisation de la France depuis quelque temps? Et est-ce que ça ne tend pas à confirmer finalement la ligne qu'incarne aussi et qu'incarnait Nicolas Sarkozy à la fin de sa campagne électorale? Est-ce que cette ligne est la vôtre? Est-ce que cette ligne sera la vôtre dans les années à venir? Est-ce que le futur parti Les Républicains, si c'est le nom qu'il aura, on ne le sait pas, si vous avez un scoop, on serait content de le savoir ce soir, sera également le vôtre? Moi, ma ligne, Laurent Delahousse, c'est très simple. C'est de répondre aux attentes que les Français ont manifestées dans cette élection. À leur désarroi, à leur colère, essayer de leur tracer un avenir. Quel choix est-ce qu'ils ont? La politique aérie du Front National, parce que Florian Philippot, contrairement à ce que dit Marine Le Pen, n'a fait que de la politique aérie dans sa déclaration. Les meetings communs entre PS et UMP, c'était chez vous. L'autisme de la gauche, qui nous explique que tout va bien. La politique de sécurité Ben Taubira est un échec, on continue. La politique de l'emploi est un désastre pour des millions de Français, une souffrance pour des millions de Français. Et Najat Vallaud-Belkacem nous explique que ça va mieux sur le front de l'emploi, alors qu'il y a plus d'1,5 million de chômeurs supplémentaires depuis les 3 ans que vous êtes au pouvoir. Les déficits et la dette, nous sommes à la traîne de tous les autres pays européens. Donc entre la politique aérie du Front National et l'autisme complet de la gauche, parce qu'il n'y a pas de sourd que celui qui ne veut pas entendre, eh bien, la responsabilité de notre famille politique, la droite et le centre, c'est de construire un espoir. Et c'est pour ça que j'appelle à éviter tout triomphalisme. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes les seuls, la droite et le centre, à pouvoir incarner un espoir, dessiner un avenir, dire qu'on va rétablir l'autorité de l'État, donner la liberté aux entrepreneurs, rebâtir l'éducation. C'est sur nous désormais que repose cette responsabilité. Que je viens d'entendre dans la voix de Bruno Le Maire. Non, j'aimerais juste bien savoir comment vous faites pour rebâtir l'éducation, etc., avec 150 milliards d'euros d'économies qui vous conduiront nécessairement à supprimer des postes d'infirmières, d'enseignants, de policiers. Mais est-ce que vous maintenez votre déclaration de tout à l'heure qui, je pense, a stupéfié tous nos téléspectateurs? Quand vous avez dit que depuis 2015, depuis le début de l'année, la situation s'améliorait sur le front de l'emploi. Pouvez-vous maintenir cette déclaration devant les Français qui aujourd'hui souffrent tellement du chômage? Et notamment de l'emploi des plus jeunes. Donc vous estimez que ça va mieux sur le front de l'emploi? Pardonnez-moi, mais non, mais répondez à ma question, Mme Vallaud-Belkacem. Non, mais ne vous jetez jamais vos bilans à la figure, il n'y aura aucun gagnant. Est-ce que vous estimez que ça va mieux sur le front de l'emploi en France? Je vous rappelle que le quinquennat de Nicolas Sarkozy, qui semble avoir vite oublié tout cela, était le quinquennat de la croissance zéro. Nous sommes, oui, je le répète, en train de rétablir chacun des indicateurs. Regardez l'avenir. La direction de l'Élysée, on va retrouver Maryse Burgos. Maryse, le président de la République, de retour de Tunisie, analyse, j'imagine, ces résultats dans son bureau avec beaucoup d'intérêt. Oui, François Hollande est dans son bureau entouré de ses proches collaborateurs et bien sûr, il analyse cette défaite. C'est la 4e élection intermédiaire perdue par la gauche depuis 2012, depuis l'arrivée au pouvoir de François Hollande. Mais cette fois, cette défaite ne sera pas suivie d'un remaniement immédiat. François Hollande l'a dit et le répète, il ne souhaite pas se séparer de son Premier ministre Manuel Valls. Il veut conserver la ligne, le cap qu'il s'est fixé. Tout au plus cherchera-t-il à rassembler sa majorité en faisant par exemple rentrer dans son gouvernement des écologistes dans les mois qui viennent. Merci Maryse Burgos. Najat Vallaud-Belkacem, juste une réponse à une question simple. Cette sanction des électeurs peut-elle entraîner, oui ou non, c'est assez court, un remaniement au sein du gouvernement, un élargissement du gouvernement à ces frondeurs qui vous tendent la main apparemment? C'est au président de la République de le décider. Vous le souhaitez, vous, personnellement?
Moi, je souhaite le rassemblement, clairement. Clairement, je crois que nous allons à la défaite si nous repartons à nouveau dans les élections régionales qui s'annoncent, désunis comme nous l'avons été sur ces élections. Stéphane Le Foll, le même point chose. de vue. Oui. La question du rassemblement la main tendue, est posée. Vous l'acceptez? Mais bien sûr, on l'accepte, mais faut-il encore que les choses soient claires? L'enjeu, c'est de redresser un pays. C'est pas de remettre en cause des choix qui ont été faits dès 2012, en particulier sur la question des déficits. J'entendais tout à l'heure, je ne veux même pas faire de comparaison sur la question des déficits, mais sur ce sujet, je suis désolé de le dire, les déficits sont en train de se réduire. Ils étaient bien plus élevés, Bruno Le Maire, quand vous étiez aux responsabilités. Quel est le choix? Juste cette dernière phrase. Il y a une droite qui l'a dit, et Bruno Le Maire l'avait très bien dit d'ailleurs, en disant il faut taper dans le modèle social pour financer la sécurité. Vous avez le Front National qui, lui, et Florent Philippot l'a encore rappelé, propose la sortie de l'Europe et la sortie de l'euro pour avoir le franc et une dévaluation derrière. Donc là, c'est le choix pour un patriote de dévaluer la France. Et il y a le choix que nous faisons. L'euro vient de se dévaluer 30% au passage. Il y a le choix que nous faisons qui est de redresser un pays tout en préservant son modèle social. Voilà l'enjeu. Nathalie Kosciusko-Morizet. Ce qui est frappant, c'est qu'on a l'impression que vous n'entendez pas. Ni vous, Stéphane Ne vous Le inquiétez Foll, pas, si vous, Najat Vallaud-Belkacem, vous commencez tous vos présentations en disant oui, on a bien entendu, et puis derrière vous enchaînez en disant et d'ailleurs on va continuer exactement pareil. Et le seul mouvement que vous proposez de faire, c'est un mouvement qui est quand même assez politicien, dire on va faire entrer quelques verres au gouvernement. Mais la politique mise en œuvre, cette politique qui conduit les Français à la désespérance, toujours plus d'impôts, toujours moins d'emplois. Je n'ai pas dit ça. Pourquoi vous dites ça? Parce que vous nous avez dit depuis... Et d'ailleurs, c'est ce que disait Manuel Valls aussi. Il reprenait les vieilles lunes en disant, voilà, j'ai bien entendu, on a perdu ces élections et on va continuer tout pareil comme avant. Et écoutez, les Français ont parlé. On va repartir dans le sud de la France pour d'autres résultats, vous pourrez les commenter. Ne criez pas trop fort quand même. Mais les Français crient fort et vous les entendez pas. Le sud de la France, terrain de conquête, ici encore. Qui ont été faits. Pour le Front National, qui avait confirmé sa progression au premier tour, c'est Ambroise Boulez qui est à Carpentras. Ambroise, avez-vous des résultats, justement, pour le Vaucluse? Eh bien, d'après les premiers résultats, sur les 17 cantons du Vaucluse, 4 cantons sont remportés par l'extrême droite, 2 par le Front National, 2 par le parti local de la Ligue du Sud. Les premières estimations donnent également 5 cantons à la gauche. En tout cas, tout cela donnerait des résultats très morcelés qui ne donneraient aucune majorité absolue à un parti et rendraient le département difficilement gouvernable. Merci beaucoup, Ambroise. À gauche de la gauche, le Parti communiste. Attendez ce soir les résultats de l'Allier. Bonsoir Christelle Méral, vous êtes à Moulins. Est-ce que le PC va sortir vainqueur de son opposition face à l'UMP ce soir? Ça serait un résultat historique si c'était l'inverse. Dites-nous tout. Oui, je vous entends très mal ici, Laurent. Nous n'avons pas encore de résultats définitifs dans l'Allier. Cependant, le Parti communiste reconnaît sa défaite. C'est la droite qui l'emporterait. Une information qui reste à prendre au conditionnel. Cependant, si l'Allier passe à droite, eh bien, c'est un des 2 bastions communistes avec le Val-de-Marne qui est tombé ce soir. Voilà, merci beaucoup Christelle. On va maintenant revenir sur toute l'actualité de cette journée, hors campagne électorale et hors résultats. Mais d'abord donc, direction la Tunisie, avec cette marche contre le terrorisme qui fait suite à l'attaque du musée du Bardo. Le président François Hollande avait souhaité être présent. Une journée marquée également par une opération de force de sécurité contre une cellule djihadiste. Renaud Bernard, Nicolas Hauer et Florence Crimon. 3 mois après Paris, Tunis connaît aussi sa marée humaine contre le terrorisme. Comme slogan, ils ont choisi leur hymne national. La démocratie plutôt que la violence aveugle, voilà ce qu'ils veulent. Un défilé sous haute protection, 11 jours seulement après l'attaque qui a fait 22 morts au musée du Bardo. Et nous sommes venus aujourd'hui pour dire à ces gens-là, à ces extrémistes de tous bords, que les Tunisiens n'acceptent jamais. Comme à Paris aussi, solidarité internationale. François Hollande étreint son homologue tunisien. Puis le président de la République dépose une gerbe au musée du Bardo devant la plaque qui porte le nom de toutes les victimes de l'attentat. 4 Français figurent sur la liste. La dernière décédée hier a été rajoutée dans la nuit tout en bas. Un déplacement à l'étranger un jour d'élection en France, c'est rarissime. Aussi, au moment de saluer son hôte, le président tunisien en est troublé. Monsieur François Mitterrand. Mais sur le fond, pas de doute, il fallait être là. Le terrorisme a voulu frapper un pays, la Tunisie, qui avait engagé le printemps arabe, chacun s'en souvient, et qui a
eu un parcours exemplaire en matière de démocratie, de pluralisme, de défense des droits des femmes. Et donc la France, amie de la Tunisie, devait être là aujourd'hui. Et pour appuyer ce propos, 2 Tunisiens de cœur sont venus également, Claude Bartolone, président de l'Assemblée nationale, et Bertrand Delanoë. Tous les deux sont nés ici. Mais il faut être là dans les bons et dans les mauvais moments. Voilà. Le terrorisme n'a pas de frontières, on le savait déjà avec cette grande manifestation. Aujourd'hui, 3 mois après celle de Paris, les Tunisiens ont montré que la mobilisation contre le terrorisme n'en a pas non plus. Stupéfiante, le mot n'est pas galvaudé. L'ensemble des révélations qui se sont accumulées depuis plusieurs jours sur le crash de l'A320 sont clairement stupéfiantes. Elles concernent aujourd'hui encore la personnalité d'Andreas Lubitz, mais d'abord les dernières conversations qui ont été enregistrées sur l'une des boîtes noires. On y entend le commandant supplier le copilote d'ouvrir, je cite, « cette foutue porte ». Arnaud Comte, Jean-Pierre Pasteur. Le quotidien allemand Bild apporte des précisions sur le déroulement des événements, minute par minute. Selon le journal, l'Airbus A320 atteint son altitude de croisière 26 minutes après son décollage, à 10h27 exactement. Le commandant de bord demande alors à Andreas Lubitz de commencer à préparer l'atterrissage. Mais ce dernier semble déjà ailleurs, si l'on en croit les mots qu'il prononce. J'espère. On verra. À 10h29, le commandant de bord explique qu'il n'a pas eu le temps d'aller aux toilettes avant le décollage. Il quitte donc le cockpit, laissant ainsi Andreas Lubitz seul aux commandes de l'avion. Ce dernier en profite pour verrouiller la porte et entamer la descente. À 10h32, le commandant de bord est de retour des toilettes. Il crie une première fois. Pour l'amour de Dieu, ouvre la porte. Andreas Lubitz ne répond pas. L'avion continue sa descente. Selon le journal Bild, le commandant tente alors de forcer la porte à l'aide d'un objet métallique. Les passagers crient, le commandant répète. Ouvre cette foutue porte. Durant 8 minutes, rien n'y fait, la porte ne s'ouvre pas. La plupart des passagers assistent à cette scène, conscients du drame qui se noue. L'enregistrement se termine par des hurlements. Il est 10h40, l'appareil s'écrase contre la montagne, à plus de 700 km/h. On va tout de suite partir pour Berlin maintenant. Retrouver Amaury Guibert. Bonsoir Amaury. Un encombrant passé médical, des révélations qui se succèdent. Les Allemands découvrent chaque jour de nouveaux éléments sur la personnalité du copilote. Oui, Laurent, c'est tout un pays qui vit au rythme des révélations quasi quotidiennes de la presse allemande et qui découvre, effaré, la vie et le profil d'Andreas Lubitz, ce pilote tueur fou, comme l'a très vite baptisé le principal journal allemand. Alors, il y a eu le temps du deuil, il y a désormais le temps des questions, elles sont très nombreuses. Quelle était l'ampleur de la dépression dont souffrait Andreas Lubitz? Qui était au courant? Et surtout, comment a-t-il pu continuer à voler? Il y a autour de la vie du copilote de la Germanwings de très lourds secrets, comme vous allez le voir dans ce sujet réalisé avec Brice Boussoir. Il y a bien une chose dont Andreas Lubitz ne se cachait pas, c'était un bon coureur de fond. Mais derrière cette santé physique optimale se dessine le portrait d'un homme d'une très grande fragilité psychologique. À son domicile de Düsseldorf, les enquêteurs auraient retrouvé des médicaments, beaucoup de médicaments, pour soigner les troubles psychiques. Le copilote souffrait de dépression et ce n'était pas nouveau. En 2009, il avait même dû interrompre sa formation à la Lufthansa pour se soigner. Une absence de plusieurs mois avant de revenir. Était-il guéri? Pour la compagnie, aucun doute. Il était 100% apte au pilotage. Ses performances étaient irréprochables. Il n'y avait pas d'anomalie. La compagnie a-t-elle été abusée? Andreas Lubitz a-t-il dissimulé son véritable état mental? Dans son village de Montabaur, certains habitants étaient pourtant au courant. Et l'une de ses ex-petites amies s'en était vite rendue compte. Il devenait de plus en plus clair qu'il avait un problème. La nuit, il se réveillait et criait « Nous tombons !» en proie à des cauchemars. Un copilote dépressif, sujet aux crises de panique et qui aurait eu des problèmes de vue importants. C'est ce que croit savoir le quotidien Bild aujourd'hui. Andreas Lubitz aurait souffert d'un début de décollement de la rétine, de quoi menacer la suite de sa carrière. C'est d'ailleurs sans doute pour cette raison que le copilote a consulté récemment dans cet hôpital de Düsseldorf. Suivi par les médecins, Andreas Lubitz bénéficiait d'un arrêt maladie le jour du crash. Il n'en avait pas informé son employeur. Le dernier secret d'un homme en pleine dissimulation qui n'aurait jamais dû se retrouver aux commandes du vol Germanwings 95-25.
On revient en France et direction maintenant Seine-les-Alpes, à proximité de la zone du crash où l'on retrouve Audrey Richier. Audrey, les enquêteurs en sont à leur 6e jour de recherche et le travail d'identification des victimes a semble-t-il progressé aujourd'hui. Oui, Laurent, il progresse puisque cet après-midi, le procureur de la République de Marseille a annoncé que 78 ADN distincts ont été identifiés par les enquêteurs. Il y a ici un laboratoire de campagne où une cinquantaine de médecins légistes, mais aussi des dentistes, travaillent à l'identification des restes humains qui sont rapportés chaque jour par hélicoptère. Et pour faciliter ce travail d'identification, les familles des victimes ont effectué des prélèvements ADN qui vont être comparés dans un laboratoire parisien. L'objectif étant bien sûr de rendre les dépouilles à leurs proches le plus rapidement possible. Alors 78 ADN identifiés, cela veut dire qu'il en reste presque autant à retrouver et c'est un travail particulièrement long et difficile que mènent sur la zone du crash les gendarmes et les enquêteurs. Comment s'organisent ces recherches? Quelles techniques sont utilisées? Voyez ce reportage de Loubna Anaki et Raymond Chaplard. En plein milieu de la forêt, à flanc de montagne, les bulldozers tracent le chemin. Ils ont pour mission d'ouvrir une route vers le site du crash. À l'heure à laquelle je vous parle, il y a 300-400 mètres de piste qui ont déjà été réalisés et la piste sera terminée dans son tracé demain soir ou plus tard mardi matin. Par cette piste, les enquêteurs espèrent pouvoir ramener davantage d'éléments matériels. Car depuis mardi, ce sont les hélicoptères qui assurent les allers-retours, des dizaines de rotations par jour. Sur le terrain, les recherches se poursuivent. Car quelque part au milieu des débris, là où s'est écrasé l'avion de la Germanwings, la deuxième boîte noire reste introuvable. Là, ici, l'autre après, ici, et après il termine là, comme ça, pouf. Les enquêteurs doivent ratisser plus de 2 hectares de terrain. Les boîtes noires sont localisées un petit peu avant la porte arrière droite, légèrement en dessous. Donc comme indice, nous recherchons la porte arrière droite, le panneau de service des eaux usées, qui peut être des indices très intéressants pour localiser cette deuxième boîte noire. L'enregistreur des données de vol peut être n'importe où, sous un morceau d'avion, un amas de terre ou même encastré dans la roche. Le retrouver est essentiel, même s'il reste désormais très peu de doutes sur les causes du crash. Ça pourrait apporter des informations complémentaires sur les intentions du pilote. Est-ce qu'après avoir mis l'avion en descente, est-ce qu'il a repris les commandes de l'avion pour guider l'avion jusqu'au crash? Et par ailleurs, est-ce qu'il y aurait eu un problème technique sur l'avion? Des questions auxquelles les familles des victimes veulent des réponses. Plusieurs d'entre elles étaient encore présentes aujourd'hui sur le site. Elles espèrent que le travail d'enquête et d'identification aboutira rapidement. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur l'enquête concernant le crash de cet Airbus A320 qui a fait, je vous le rappelle, 150 morts. Dans le reste de l'actualité, cette alerte orange au vent violent dans le Pas-de-Calais. Des rafales de plus de 100 km/h sont attendues jusqu'à 22 h. Prudence donc, et notamment sur le littoral, au Touquet. 3 chapiteaux se sont envolés sur la place du Centenaire. Nous sommes donc passés à l'heure d'été et une fois n'est pas coutume, les Français doutent toujours de l'impact réel de tout cela sur les économies d'énergie. Un débat qui s'est installé depuis 1976. Et la ministre de l'Environnement, Ségolène Royal, a reconnu qu'elle entendait apporter des réponses à ces interrogations. Valérie Hortel, Mathieu Niven-Gloski. Comme dans toute l'Europe ce matin, sur ce marché parisien, à l'heure du petit café, certains seraient bien restés au lit. Comment ça s'est passé le réveil ce matin? Très mal. On a dormi 1 heure de moins. Avancer sa montre d'1 heure, d'autres y voient des avantages. Les soirées seront plus longues. Je ne suis pas contre. Changer d'heure, cela fait 39 ans que ça dure. 1976, en plein choc pétrolier, la France veut faire des économies d'énergie. Elle adopte l'heure d'été. Une heure d'été, pour mieux faire coïncider le jour et la journée. Les Français s'y sont donc habitués. Ils y ont vu finalement plus d'avantages que d'inconvénients. Pas sûr. Déjà, à l'époque, les Français sont sceptiques. Des tonnes d'économie d'énergie, je ne sais pas si c'est bien vrai. Aujourd'hui, c'est Ségolène Royal qui relance le débat. Elle annonce qu'elle va vérifier la justification de ce changement pour décider ou pas de le reconduire.
L'économie représente la consommation de 800 000 ménages par an. L'impact du changement d'heure est faible. Globalement, c'est moins d'1 millième de l'ensemble de notre consommation d'énergie. C'est donc aujourd'hui beaucoup moins que ce qu'on peut faire si, par exemple, on est tous beaucoup plus raisonnables en éteignant des appareils qui ne servent à rien. Le gain de ce changement d'heure porte principalement sur l'éclairage, mais avec l'arrivée des ampoules à faible consommation, il s'est considérablement réduit. Voilà, il est donc 20h49. Demain à Paris s'ouvre le procès de Gilbert Chicli. Cet homme est soupçonné d'être à l'origine d'une quarantaine d'escroqueries. Il aimait se faire passer pour le président d'une grande entreprise, appeler des salariés afin de leur demander des virements en urgence de grosses sommes d'argent. Un préjudice qui s'élève à 50 millions d'euros. C'est le grand format de ce dimanche soir. Il est signé Audrey Goutard et Nathalie Dubose. Officiellement, la justice française ne sait pas où il se cache. Gilbert Chicli risque 10 ans de prison s'il remet un pied en France. Et pourtant, cet homme soupçonné d'être à l'origine d'une immense arnaque se vante et commente volontiers les faits, malgré leur gravité. Escroc, je crois pas. Je crois pas parce que un escroc, il a pour objectif gagner beaucoup d'argent. Moi, de l'argent, j'en ai. Donc, je crois que c'était très sincèrement un jeu. Voilà. Un jeu qui lui aurait rapporté 50 millions d'euros avec des règles simples. Rouler les grandes entreprises, les banques. Et une technique étonnante, se faire passer pour un agent secret. On contacte les chefs d'entreprise ou banques, on se fait passer pour un tel organisme et que par une déballe assez exceptionnelle, il faut le dire, eh ben, on arrive à se faire remettre des virements ou des espèces à des sommes assez importantes. Voilà. Sabine était directrice d'une agence bancaire. Ses enfants sont petits, elle travaille beaucoup. Selon elle, tout ça la fragilise. Un samedi, juste avant la fermeture, elle reçoit un appel. Un homme se présente comme le président de la banque en personne. Cette personne-là nous dit voilà, je vous téléphone, vous allez être contacté, vous devez absolument coopérer et faire tout ce qu'on vous dira. À peine a-t-elle raccroché, nouvel appel. Cette fois, c'est un agent des services secrets. Il parle d'opérations de blanchiment, d'attentats. En fait, il y avait une sorte de mission, il fallait faire parvenir des faux. C'était officiel, mais ça devait être officieux. Quand il a raccroché, moi, je me suis effondrée en larmes parce que j'étais complètement désorientée. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Mais pourquoi on vient te chercher là? Enfin, mais pourquoi toi? Mais qu'est-ce qu'on fait? Enfin, je me demandais complètement ce qui se passait. À partir de là, Gilbert Chicli ne va plus la lâcher. Il convainc cette femme qu'il n'a jamais rencontrée de sortir 1 million d'euros à l'insu de tous. J'étais sûr que ça allait marcher. Vous savez, on a chacun en soi quelque chose. Ou ça marche ou ça marche pas. Ou vous avez un don ou vous l'avez pas. Comme les grands acteurs, c'est comme les grands artistes, c'est comme les grands, etc., etc. C'est où ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Bon, considérons que j'ai un don qui fonctionne. Et alors? Il était toujours très courtois. Bonjour Madame Clément, comment allez-vous ce matin? Si je lui disais que j'allais mal, oui je comprends, vous avez l'impression d'être dans un film, vous avez l'impression que tout est étrange autour de vous, c'est normal. Enfin, il était très rassurant, toujours. Et le piège se referme. Sans un mot à son entourage, elle passe à l'action. J'ai fait 9 commandes de 100 000 euros, parce que c'était le maximum, et puis une dernière commande de 72 000 euros. Avec ce million d'euros, il lui donne l'ordre de venir à Paris. Il m'a pas lâché ce jour-là. Il m'a appelé toutes les 20 minutes. Il avait tout fait pour me mettre en confiance, si vous voulez. Donc j'écoutais et j'agissais en fonction de ce qu'il me demandait. Dans ce café parisien, la banquière reçoit l'ordre de s'enfermer aux toilettes et d'attendre que l'on frappe 3 coups à la porte. Elle remet alors le sac à un inconnu. 24 heures plus tard, Sabine comprend enfin qu'elle a été abusée. J'ai appelé mon directeur et je lui ai dit j'arrive à Dijon, voilà, il y a quelque chose de très très grave qui s'est passé. Donc je suis allée le trouver et donc je lui ai raconté ce que je viens de vous raconter. Voilà. Donc là, tout s'effondre. Des victimes comme Sabine, il y en a une quarantaine, toutes salariées d'entreprises pourtant hautement sécurisées. Mais Gilbert Chicli a su les attaquer par un maillon faible. Il y a des femmes, des hommes
diplômés, en charge de la trésorerie des entreprises, des premières entreprises du CAC 40. On peut mettre en place tous les protocoles de sécurité que l'on veut. Il y a l'humain, à un moment, qui faiblit. Des victimes traumatisées, qui toutes ont perdu leur emploi une fois l'arnaque découverte. Elles espèrent aujourd'hui réparation, mais savent bien qu'il y a peu de chances que Gilbert Chicly se présente à son procès. Voilà, et on revient maintenant à la principale information de la soirée avec les résultats de ce second tour des élections départementales. Et la nouvelle carte est en train de se dessiner. Le bloc de droite UMP-UDI en tête obtiendrait entre 65 et 69 départements, vous le voyez. Le bloc de gauche, lui, obtiendrait entre 31 et 36 départements. Et puis le Front National, entre 0 et 1 département. Nathalie Saint-Cric, vous avez désormais des résultats définitifs avec des départements qui basculent à droite, notamment. Absolument. Alors on va commencer par les départements qui sont conquis par la droite. Alors il y a l'Allier, c'est une terre communiste depuis une éternité. Il y a également le Doubs, les Pyrénées-Atlantiques, le territoire de Belfort, les terres de Jean-Pierre Chevènement, la Drôme, la Corrèze, le fief de François Hollande, on l'a dit, le Nord, alors le Nord qui a toujours été socialiste, les terres de Marthe-Mourtbry, les Côtes d'Armor, plus de 35 ans d'implantation socialiste, et le Jura, et à l'instant même, on vient de me dire que la Seine-Maritime, chez Laurent Fabius, passe également à droite. Alors une bascule à gauche. Oui, ça va aller vite, la Lozère, qui est donc l'unique département qui passe à gauche ce soir. Et puis pour le reste, il y a ceux qui restent à gauche, oui. Ils y étaient, ils y restent, on voit le Gers, le Lot-et-Garonne, la Meurthe-et-Moselle, et reste à droite également le Haut-Rhin, le Cantal et la Corse du Sud. Voilà pour l'instant des résultats qui sont définitifs. Juste une chose, dans l'Aisne, on a beaucoup parlé de l'Aisne pendant cette campagne, ça serait extrêmement serré. Léger avantage peut-être pour l'UMP, ça se joue à un canton et le Front National serait en 3e position. Merci Nathalie. Voilà pour ce second tour des départementales. Vous pouvez retrouver tous les résultats de votre canton, de votre commune et de votre département sur France-TV-Info.fr, France-TV-Info.fr. Place au cinéma sur France 2, de l'autre côté du lit, avec Sophie Marceau et Danny Boone. Passez une très belle soirée et à très bientôt.